C'est vendredi, c'est le podcast AWS en français. On va parler des nouveautés dans le petit monde AWS avec un service qui n'a plus été mis à jour depuis 15 ans. Vous avez bien entendu, et qui a reçu une mise à jour la semaine dernière. Sinon, à part ça, on va parler d'agent IA, et encore un peu d'agent IA, mais aussi de bons vieux services comme du Network Firewall, de SageMaker, de CloudWatch Lock. C'est le podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, merci d'être fidèle au podcast AWS en français tous les vendredis dans les bonnes applications de podcast. Un vendredi sur deux, l'actualité AWS, un vendredi sur deux, un invité qui nous explique un retour d'expérience, et puis de temps en temps, 2 fois par mois, des épisodes qui parlent de diversité, d'équité, d'inclusion avec le volet Women in Tech également. Ça, c'est le menu du podcast AWS en français que vous découvrez peut-être aujourd'hui. Je vous en remercie. L'actualité de la semaine prochaine, on va parler du futur. Donc, ce podcast est diffusé le 27 mars. Il est enregistré le 26 en fin de journée. Et la semaine prochaine, c'est le 1er avril. Et c'est pas une blague. Il y aura le Summit AWS à Paris. Le Summit, c'est une conférence cloud d'une journée au Palais des Congrès Porte-Maillot à Paris. C'est la plus grande conférence cloud de France, avec entre 8000 et 10 000 visiteurs, partenaires, clients AWS, avec des keynotes le matin, avec plus de 150 sessions techniques en breakout tout le long de la journée, avec un village AWS où vous pouvez voir des démos, parler à nos solution architects. Il y a toute une partie avec nos partenaires également qui sont là. Il y aura une zone pour l'industrie, pour la certification et le training. On parlera beaucoup du European Sovereign Cloud avec une zone dédiée avec des experts pour répondre à votre question. Et d'ailleurs, on m'a dit, c'est public, je peux vous le répéter, que dans la keynote, il y aura notamment le directeur du European Sovereign Cloud qui s'appelle Stéphane Israël. Côté client, le CEO de H Compagnie, Gauthier Cloy, Marc Roussel, vice-président du Bureau Veritas, et Stéphane Baumier qui est le CTO du groupe Canal+. Ce seront les clients qui seront sur scène pendant la keynote. Il n'est pas trop tard de vous enregistrer, c'est gratuit et le lien est évidemment dans votre application de podcast. À part ça, la grande nouveauté, elle ne concerne pas les IA agents dont je vais quand même parler dans cet épisode, elle concerne S3, avec une nouveauté relativement fondamentale pour S3, puisque vous savez, depuis qu'S3 a été lancé, on vient de fêter ses 20 ans il y a quelques jours, c'était le 14 mars, le Pi Day, comme on dit, 3-14, avec un format de date américain, donc il y a 2 semaines à peine. Eh bien, depuis le début, S3 vous impose un nom unique sur les noms de buckets, donc les top-level noms, les noms de directory dans S3 doivent être globalement uniques, c'est-à-dire à travers l'ensemble de la planète et l'ensemble des clients d'AWS. Ce qui amusait, enfin voilà, il y a des gens qui réservent des noms de domaine par plaisir, même si on fait la même chose avec S3 également, il y a des gens qui réservent des noms de buckets pour S3, même si les buckets S3, les noms des buckets ne sont plus très pertinents maintenant à l'ère de CloudFront, c'est juste un détail d'implémentation souvent dans vos applications. N'empêche que parfois choisir un nom de bucket n'est pas facile, parce qu'il faut choisir un nom qui est globalement unique. Eh bien, S3 change ça et introduit le concept d'un namespace, d'un espace de nommage régional pour votre General Purpose Bucket. Donc vous pouvez configurer S3 pour qu'il rajoute en suffixe le numéro de votre compte, le nom de la région et encore quelques caractères à votre nom de bucket. C'est-à-dire que si je crée le bucket qui s'appelle Toto, eh bien en fait il va s'appeler Toto le numéro de mon compte la région que j'ai créée NA je crois ou AN pour le moment. Et donc ça s'ajoute, c'est une configuration qui s'ajoute comme header HTTP quand vous utilisez l'API Create Bucket API, qui est évidemment prise en charge maintenant par CloudFormation, par les SDK, la ligne de commande, etc., pour automatiquement rajouter ou non ce nom de manière à créer un nom unique pour votre bucket. Et la chose assez sympa,
c'est que dans vos services control policy ou vos politiques IAM, vous pouvez obliger les utilisateurs de votre compte AWS à indiquer l'utilisation d'un namespace régional pour votre bucket S3 et donc rejeter les requêtes qui n'auraient pas ce regional namespace. C'est disponible dans les 37 régions dans la Chine GovCloud sans coût supplémentaire et dans tous les SDK, CLI et l'API. Je vous mets le lien vers la news et vers le blog post écrit par mon collègue Shen. Une flopée de nouveautés autour des agents IA. Alors ça part un peu dans tous les sens, je vais essayer de grouper ça dans un ordre logique. La première, c'était pas plus tard qu'il y a 2 jours, le 25 mars, SageMaker Unified Studio qui lance le support des Remote Connection pour Cursor IDE. Donc Cursor IDE, c'est un IDE, un outil de développement agentique évidemment, avec des agents qui tournent dedans, dans lequel il y a moyen de faire tourner le AWS Toolkit Extension, comme vous le faites dans Visual Studio Code. Et bien dans cette configuration-là, Cursor IDE plus AWS Toolkit Extension, vous pouvez maintenant connecter Cursor IDE à SageMaker et donc avoir ainsi accès à la possibilité d'éditer des fichiers, des environnements, de déployer des tests, enfin de travailler dans un workflow unifié sans devoir changer d'outil ou de fenêtre. Dans la même idée, si vous travaillez avec Kiro, qui est un autre IDE agentique, celui-là fait par AWS, Kiro reçoit une Power pour SAM. Une Power, c'est un ensemble de documents qui liste des best practices, c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, peut-être des outils MCP également. Pour SAM, c'est Serverless Application Model, donc si vous déployez des applications serverless, vous pouvez déployer cette Power. Les avantages des Power, c'est un peu comme les skills dans Cloud Code, elles ne sont chargées dans le contexte que si vous posez une question pertinente par rapport à cette Power. Donc si vous ne travaillez pas sur SAM, tout le contenu de cette Power ne sera pas injecté dans le contexte, uniquement si vous posez une question relative à SAM. Ça permet à l'IDE d'initialiser des projets SAM, de construire, de déployer des applications, de tester localement des fonctions lambda, ça supporte les event-driven patterns comme Amazon Event Bridge, Kafka, Kinesis, DynamoDB Stream, Simple Queue Service et les best practices en matière de sécurité, comment également utiliser les ressources SAM, les Power Tools pour lambda, etc., etc. Bref, si vous développez sur SAM, installez la Kiro Power. Dans le même ordre d'idées, il y a un plugin pour des agents de codage, mais pas que pour Kiro. Pour Kiro, pour Cloud Code et pour Cursor de nouveau, pour serverless. Alors si vous faites du serverless de façon plus générale que juste SAM, et donc il y a ce nouveau plugin pour des agents qui permet de charger à la demande de la guidance, de l'expertise sur le développement, sur comme les best practices pour faire des applications prêtes pour la production, sur le déploiement de fonctions lambda, Event Bridge, Kinesis, Step Function, du troubleshooting également, des constructs d'infrastructure as code avec soit SAM encore, donc il y a un overlap avec la précédente, avec le CDK évidemment, des patterns d'architecture ou de design réutilisables, la manière de créer des CI/CD pipelines et de faire du local testing. Donc c'est un plugin pour des agents, qui vient se mettre dans les agents que sont Kiro, Cloud Code et Cursor. Puisqu'on parle de serverless, on va sortir un tout petit peu du monde IA quand même, mais pour continuer à parler de serverless, avec un nouveau langage qui est supporté sur Lambda Managed Instance, qui supporte Rust maintenant. Donc au lancement, c'était Java et JavaScript et Python, je crois, uniquement. Lambda Managed Instance, vous allez me dire c'est quoi? Peut-être que vous avez loupé la news, c'était sorti à reInvent ou juste avant reInvent en novembre-décembre l'année passée. Lambda Managed Instance, ce sont des instances EC2 pour faire tourner vos fonctions lambda. Parce que parfois vous voulez que vos fonctions lambda
tournent sur du matériel spécifique, des types d'instances EC2 spécifiques, ce que vous ne pouvez pas contrôler avec Lambda. Eh bien, avec Lambda Manage Instance, c'est le service Lambda qui va créer des instances EC2 pour vous dans votre compte, et vous allez les voir, mais vous n'avez pas à les gérer. Elles sont entièrement managées, remplacées, scalées, patchées par le service Lambda. Et quand vous demandez de déployer une fonction sur une de ces instances managées, eh bien, votre fonction Lambda va fonctionner sur ces instances EC2 plutôt que dans le service Lambda où il avait l'habitude de tourner. Mais pour ça, il faut que les runtime des langages supportent quelques petites choses complémentaires, notamment la possibilité de tourner du code en parallèle, puisque une même fonction peut s'exécuter plusieurs fois en parallèle sur la même instance EC2, sinon vous gaspilleriez vos ressources EC2. Et donc vous pouvez le faire maintenant avec Java, avec TypeScript, Python, ça c'était déjà fait. Rust vient d'être ajouté et Swift le supporte depuis quelques mois maintenant aussi. Tant qu'on est à parler de Lambda, dans les métadonnées qui sont données à votre fonction Lambda, on passe maintenant les détails sur la zone de disponibilité. Vous savez, dans une région où il y a plusieurs zones de disponibilité, ils ont des petits noms sympas comme EZ1, EZ2, EZ3 par exemple. Ce sont des groupes de data centers distants de quelques kilomètres, de manière à ce qu'ils ne soient pas impactés par la même panne au même moment. Alors pourquoi c'est important de savoir dans quelle zone de disponibilité tourne une fonction lambda ? C'est parce que parfois les fonctions lambda doivent accéder à des ressources qui sont dépendantes d'une zone de disponibilité justement. Imaginez que vous ayez un cluster OpenSearch ou une base de données RDS avec des points de réplication sur plusieurs ESI, donc plusieurs endpoints pour accéder à votre base de données. Vous n'avez pas envie de générer du trafic à travers des ESI, à la fois pour la latence et pour des questions de coût. Donc il vaut mieux que la fonction lambda se connecte à son endpoint local de base de données. Et bien maintenant, la fonction lambda peut aller chercher son ESI. C'est une variable d'environnement. Non, pardon. C'est une entrée dans les metadata services qui donne cela. Vous ne devez pas le coder, évidemment, si vous utilisez les Power Tools pour Lambda. Il va aller le chercher tout seul. Et puis, vous pouvez le coder quand même si vous n'utilisez pas les Power Tools pour Lambda ou si vous utilisez un langage de programmation pour lequel il n'y a pas les Power Tools pour Lambda. On parle encore un tout petit peu d'agents, et cette fois-ci avec des agents frontières, donc des agents qui tournent dans le cloud AWS et qui font des tâches sur votre environnement pour vous. Vous savez, c'était le grand thème de la conférence reInvent à Las Vegas cette année. On avait annoncé des agents frontières DevOps, qui sont toujours en preview d'ailleurs. Ils devraient arriver en GA très 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 bientôt. Une question de jours maintenant. On avait annoncé des agents frontières pour Kiro. Ceux-là, ils attendront encore un peu. Ils vont rester en preview encore quelques semaines, quelques mois. Et puis on avait annoncé aussi un security agent qui est capable de scanner votre code par exemple et de lever des alertes en matière de sécurité sur votre code. Eh bien, le security agent maintenant il permettait déjà de faire du pen test, du penetration testing sur vos applications. Maintenant, vous pouvez télécharger les rapports de pen test. Donc ça permet de créer des rapports personnalisés basés sur des filtres. Chaque rapport rajoute un executive summary avec les grandes lignes de ce qui a été découvert pendant le test, le scope du test, la méthodologie, les approches, les techniques, le détail des tâches, et évidemment le détail des brèches de sécurité qui ont été trouvées si l'outil en a trouvé. Donc vous pouvez télécharger ces rapports filtrés basés sur le niveau de risque, le niveau de confiance, le type de risque, le statut des tâches, etc. Et vous pouvez télécharger ce rapport en PDF pour le partager avec le reste de votre équipe. Puis dernière news sur les agents, cette fois-ci on parle du runtime, ou un des runtimes où les agents peuvent tourner dans le cloud, parce que vous pouvez les faire tourner sur EC2, sur ECS, ou même sur des fonctions lambda s'ils ne donnent pas trop longtemps, mais évidemment il y a un runtime spécialisé pour tourner les agents, ça s'appelle Bedrock Agent Core, c'est un peu aux agents ce que lambda est au code, c'est un environnement entièrement managé, sécurisé, scalable, où vous pouvez exécuter vos agents. Souvent vos agents ils dépendent d'outils en ligne de commande qui doivent être installés à l'endroit où l'agent tourne pour que l'agent puisse accéder au file system, aller lire un repo Git, lancer un petit script Python ou des choses comme ça. Et jusqu'à présent, vous ne pouviez
pas lancer des commandes shell sur le runtime où tournent vos agents. Donc ce qu'on avait beaucoup vu, c'était des clients qui créaient une API pour demander à l'agent de faire des choses et de rapporter le statut aux développeurs. Eh bien, nous introduisons une nouvelle API dans Bedrock Agent Core qui s'appelle Invoke Agent Runtime Command, qui vous permet de lancer une commande shell dans le runtime où se trouve votre agent. Donc vous n'avez plus à vous occuper en tant que développeur à lancer un shell, à rediriger les std in, std out, stdr, de faire du piping, de gérer les timeouts, les retries, des choses comme ça. Vous appelez juste la commande que vous voulez lancer dans Invoke Agent Runtime. Cette nouvelle API est disponible dans les 14 régions où se trouve Agent Core Runtime, qui implique également l'Europe, Francfort, Irlande, Londres, Paris et Stockholm. On avait beaucoup parlé de l'European Sovereign Cloud quand quand nous l'avions lancé au mois de janvier. Je vous ai dit en ouverture de cet épisode qu'on va en reparler beaucoup au Summit de Paris le 1er avril 2026, la semaine prochaine. Si vous écoutez ce podcast à peu près au moment où il est publié, il y avait 80 services à peu près qui étaient lancés. On continue d'en lancer. Aujourd'hui ou cette semaine, c'est le AWS Network Firewall qui est maintenant disponible dans ESC. C'est une brique de base importante pour déployer des infrastructures. Alors la news, c'est pas tellement que ça soit Network Firewall. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on continue de lancer des nouveaux services. Il y en a un autre qui n'est pas encore là à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est Identity Center, mais qui ne saurait tarder non plus. Et je sais que certains de nos clients attendent que ces services soient disponibles pour commencer à déployer des infrastructures dans le Sovereign Cloud. CloudWatch Log permet l'ingestion de logs en HTTP. Jusqu'à présent, il fallait utiliser soit le SDK, mais parfois le SDK c'est trop gros pour les environnements où vous êtes. Je pense à de l'IoT par exemple, des devices embarqués. Et donc vous pouviez le faire en HTTP, mais il fallait quand même calculer les signatures SIG-V4 avec les access keys, secret keys, etc. Ça peut être quand même du code assez lourd parce qu'il faut un peu de crypto, en tout cas du HMAC. Et bien maintenant, il y a des endpoints qui permettent d'ingérer directement du HTTP, des logs au format HTTP, avec comme protection, comme authentification, simplement un API Bearer Token, donc un token, une API key. Vous allez dans la console de CloudWatch Log, vous générez une API key qui est valable 1, 5, 30, 90 jours ou 1 an, 365 jours, et puis vous la mettez dans le header authorization, exactement comme vous le faites quand vous appelez des API. Alors il y a 4 endpoints qui sont ouverts dans chaque région, évidemment. Un HTTP Log Collector, HLC, pour des JSON Events, donc ça c'est pour vos pipeline existants. Il y a ND JSON, de New Line Delimited JSON, donc chaque ligne est un log indépendant. Et ça c'est pas mal si vous faites du high volume streaming ou vous faites de l'ingestion de logs en gros volume. Il y a du structure JSON, donc un JSON object ou un array d'objets, c'est aussi un objet vous allez me dire, par requête. Et puis il y a du Open Telemetry Log, donc si vous avez des logs formatés en JSON, OTLP ou protobuf, vous pouvez directement les envoyer sur ce endpoint. Là, les endpoints, c'est toujours logs.laregion.amazonaws.com et puis / quelque chose en fonction du format de vos logs. C'est disponible aux US pour le moment. Je suppose qu'il faudra attendre un peu avant que ça arrive en Europe. Et puis, dernière nouveauté dont je voulais parler, c'est SimpleDB. SimpleDB, c'est une base de données clé-valeur dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, et c'est normal parce que la dernière mise à jour sur SimpleDB, c'était il y a 15 ans. C'était la première base de données clé-valeur managée lancée par AWS. Elle a été remplacée par DynamoDB. Elle est en mode keep the lights on, donc pas de nouveautés à part des updates de sécurité, etc. Depuis 15 ans. On ne peut plus l'utiliser si on est un nouveau client AWS depuis 15 ans. On ne peut pas créer une base de données SimpleDB, on la voit même plus dans la console, mais elle est toujours là.
il y a des clients qui l'utilisent toujours, et ceux qui l'utilisaient à l'époque, eux, ils la voient toujours dans la console. Et je trouvais amusant que tout d'un coup, 16 mars 2026, il y a une nouveauté qui permet d'exporter les données de SimpleDB vers un bucket S3, parce qu'il y a quand même beaucoup de clients qui disent ok, c'est bien, on utilise SimpleDB depuis 15 ans, ça marche pour nos besoins, mais quid si on veut migrer les données, vous pouvez le faire maintenant. Vous pouvez exporter ce qu'on appelle des domaines, un namespace en quelque sorte, dans SimpleDB, avec des nouvelles API, Start Domain Export, Get Export et List Export. Vous allez être limité à 5 exports par domaine en parallèle et 25 par compte en ayant une période de 24 heures, et c'est entièrement gratuit. Voilà, la fin de cet épisode. On a parlé beaucoup d'AI Agent, que ce soit dans vos outils de développement, Cursor, Kiro, Claude Code, ou dans le runtime avec Bedrock Agent Core Runtime. On a parlé d'S3, de SageMaker, de CloudWatch et de SimpleDB et du Summit AWS à Paris, où j'aurai le plaisir de vous retrouver évidemment la semaine prochaine. Mardi, je serai à Genève. Si vous êtes en Suisse, inscrivez-vous. Je vous mets également les liens dans les notes du podcast. On parlera de Software Development Lifecycle, des méthodologies de développement à l'aide de Coding Agent. C'est un workshop d'une matinée mardi matin. Et puis mercredi, le Summit à Paris, où nous aurons un podcast studio comme l'année passée. Venez nous voir, venez dire bonjour. On va enregistrer plusieurs épisodes du podcast pendant la journée avec des clients qui sont déjà confirmés, mais je vous donne pas les noms quand même au cas où ils ne viendraient pas. Mais vous les découvrirez dans les épisodes du podcast au mois d'avril, de mai, peut-être encore un peu en juin. J'ai des autocollants podcast AWS en français également, donc n'hésitez pas à venir prendre des autocollants, dire bonjour, me suggérer des idées également pour les prochains épisodes du podcast AWS en français. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, un épisode Women in Tech. On parlera avec une association qui s'appelle Les Plombiers du Numérique. Mercredi, le Summit à Paris également. Et puis vendredi prochain, on parlera de CI/CD, tiens, avec une start-up française qui s'appelle Runs On, qui permet de déployer, enfin de faire tourner vos workflows GitHub sur votre infrastructure EC2 de façon extrêmement souple, flexible, scalable et sécurisée. Ça sera dans l'épisode de vendredi prochain. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.